on a fait nous la première transaction en fait d'Europe, donc avec un paiement full crypto. Tu sais, c'est comme si tu vas à une soirée, tu vas voir une fille. Si t'es pas sûr de toi déjà, bah la personne que tu as en face de toi, elle ressent. Shoot for skills, never shoot for money. Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai à l'esprit. T'as payé toute ta vie, tu dois payer encore quand t'es mort. Ça c'est impressionnant. Il faut savoir que ce qu'on connaît actuellement, c'est sans précédent. D'accord, ça ne s'est jamais passé auparavant. Bienvenue dans ce nouveau format. On va être aujourd'hui en compagnie de Nuno. Salut Nuno. Salut Christophe, la forme? Ouais, impeccable. On va parler un petit peu notariat, mais pas que. On va parler investissement immobilier, entrepreneuriat. Et surtout, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te caractérise et quelles sont tes passions? Alors moi je suis notaire, à côté de ça je suis passionné de plein de choses, de sport extrême. Moi je viens du monde à la base des arts martiaux, du judo. J'ai arrêté très tôt suite à de grosses blessures. Et ensuite je suis assez fan de sport de glisse, de voile et de vitesse. Voilà. Ok. Tu fais du ski aussi? Du snow, j'ai arrêté le ski il y a une dizaine d'années, du coup je fais. Ouais. Ok, top, cool. Et quelles sont les choses qui pourraient te caractériser dans la vie de tous les jours? Aventurier, fonceur et du coup directif. Ok, top. Bon, je te laisse te présenter maintenant du coup, et dire un peu qui tu es, ce que tu fais, Ça va. pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors moi je suis Nuno, donc Nuno Montero, notaire. Je suis donc le président de la société Monétaire Conseil que j'ai fondée en fait en 2018. Ok. Donc si on revient un petit peu en arrière, ici aujourd'hui donc on est à Saint-Maur-la-Varenne. C'est rigolo parce que la Varenne en fait c'est le lieu où moi j'ai fait mes études de droit il y a une quinzaine d'années. Donc rapidement en fait j'ai commencé mon exercice ici dans le 94, d'accord, et je me suis associé très rapidement en 2012. À l'époque je deviens le notaire le plus jeune de France et donc je suis resté associé 5 ans dans la structure où j'étais, dans une des études les plus vieilles d'Île-de-France. Et ensuite, j'en avais marre de la région parisienne. J'étais plus en phase avec mes associés et du jour au lendemain, je suis parti. Et donc, je suis parti m'expatrier entre guillemets dans le sud de la France et à Toulouse. Voilà. Ok. Région que j'ai visitée il n'y a pas longtemps. Donc, Région belle fort région. agréable, ouais. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, on est dans tes locaux à Saint-Maur-la-Varenne, donc, comme tu le disais. Donc, tu as plusieurs études, ou en tout cas, tu es associé dans plusieurs études aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es diversifié, que tu as décidé de multiplier un petit peu les associations et les études? En fait, moi, je pars toujours du principe qu'on ne peut pas tout savoir, d'accord, et que l'union fait la force. Donc, l'idée, en fait, lorsque j'ai créé mon interconseil, c'était vraiment d'aller chercher une alliance de compétences, d'accord, avec des associés qui avaient chacun leur propre domaine d'expertise pour apporter un accompagnement global au client, quel que soit son sujet, quel que soit son domaine, pour que nous puissions l'accompagner avec nos domaines d'expertise. Et le but vraiment, c'est d'aller chercher l'excellence pour avoir le meilleur accompagnement possible avec le plus d'activités. Et c'est pour ça qu'en fait, on a donc plusieurs études au sein du réseau afin de pouvoir apporter un maillage territorial assez simple. Parce qu'aujourd'hui, entre la France et le Sud, en fait, ça nous permet d'avoir une couverture au niveau national. Ok, top. Et du coup, pourquoi t'être lancé dans le notariat, pardon? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans? Est-ce que tu étais prédestiné à être notaire? Quelles sont les études que tu as fait? Quel est ton parcours un petit peu? D'où tu viens? Si tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Avec plaisir. Alors non, prédestiné pas du tout. Donc moi, comme mon nom et le prénom l'indiquent, et on en reparlera, donc je suis d'origine portugaise et fier de l'être. Donc rien ne me prédestinait au notariat. Moi j'ai choisi notariat juste parce qu'en fait on m'a dit que c'était pas possible. Si on remonte un petit peu en arrière, en réalité moi quand j'ai 14 ans, mon père a un grave accident de moto. Et à ce moment-là en fait, moi toute mon adolescence, je passe mon temps en fait à aller voir mon père à l'hôpital et dans les cliniques de sorte de rééducation, gros accident de la route. Et donc il était en moto et un mec le percute. Et du coup, je décide à ce moment-là, au moment de mon adolescence, de faire du droit et de me spécialiser dans les victimes d'accidents de la circulation. Ce qui se passe, en fait, c'est que je fais mes études de droit, j'avance, et j'arrive en dernière année, et donc je commence donc mon Master 2 en droit des assurances,
Et finalement, très rapidement, ça ne me plaît pas. Je suis enfermé dans un bureau à La Défense et franchement, au bout de 10 jours de stage, je décide d'arrêter. Je vais voir un de mes profs et je lui demande quels sont les domaines qui peuvent s'ouvrir à moi. Et donc, rapidement, on arrive sur le notariat, mais il me dit cette phrase, oui, il y a bien notariat, mais pour toi, ça ne va pas. Du coup, moi, je ne comprends pas, donc je lui demande des explications. Il m'explique que, compte tenu de tes origines, soit tu as le nom, mais tu as aussi le prénom, ça ne sera pas possible. C'est-à-dire que tu seras un bon collaborateur, mais tu ne seras jamais notaire, il n'y aura jamais ton nom sur la plaque. Du coup, je me souviens d'avoir rigolé et de l'avoir salué, d'avoir remercié. Et j'ai dit, voilà, très bien, vous venez d'achever de me convaincre. Et moi, dans la vie, je fonctionne vraiment au challenge. Je disais tout à l'heure, je suis plutôt aventurier, je prends des décisions très rapides. Ouais. Face à toute situation. Et donc, je choisis de faire notariat à ce moment-là. Je ne suis pas certain qu'il faille faire les choses par challenge ou juste par conviction, de dire non, ma liste n'est pas possible, donc je vais le faire par esprit de contradiction. Du coup, j'ai mis du temps à aimer ce métier, clairement. Et je l'ai aimé parce que j'ai vraiment créé ma vie et mon mode d'exercice. J'ai inventé une manière d'exercer qui était complètement différente et disruptive par rapport à mes autres confrères. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que pour faire le parallèle, tu as dit que tu faisais du sport à un niveau quand même élevé. Et on voit un petit peu dans les entrepreneurs, l'âme entrepreneuriale qui ressort avec le sport aussi, la parallèle, c'est que bien souvent les gens qui ont un niveau élevé en sport ou qui sont impliqués dans le sport, ils réussissent aussi dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement. Je pense qu'il faut les mêmes caractéristiques un petit peu pour réussir. Je partage tout à fait ton avis. En fait, souvent, et notamment après ces années Covid et post-Covid, on parle de la solitude du chef d'entreprise. Alors moi, pour le coup, je viens de sport qui était plutôt sport individuel, donc on a cette solitude. Ouais. Sport individuel, notamment dans les sports de combat. Il n'y a rien de plus difficile, en fait, que de se retrouver seul, en fait, à la tête de son entreprise et d'avoir à gérer l'ensemble des problèmes. Moi, chaque jour où je me lève, j'ai un planning, j'ai un programme. Et si je fais 20% de ce que j'avais prévu, je suis content. Parce que les autres 80%, c'est de l'imprévu. C'est des choses qui arrivent comme ça sur le tas au fil de la journée. Et c'est ça aujourd'hui le quotidien d'un chef d'entreprise. C'est de composer au mieux avec son équipe, avec les impératifs, le besoin des clients, toujours faire face, absorber des énergies qui peuvent être négatives, parfois du stress, de l'anxiété des collaborateurs ou des clients, et toujours insuffler l'énergie positive. Et ça, forcément, lorsque tu as été sportif, lorsque tu en as fait un certain temps et plutôt au niveau, tu as ce mindset, tu as cet esprit qui est nécessaire au chef d'entreprise. C'est quelque chose qui est épuisant au quotidien parce que c'est vrai que tu dois beaucoup prendre sur toi quand tu es entrepreneur. Moi, je le vois dans la vie de tous les jours. C'est usant et si tu n'as pas quelqu'un pour t'épauler quand tu rentres à la maison, c'est encore plus difficile parce que si tu rentres et que ta femme ou ton mari, selon qui est l'entrepreneur ou si les deux sont entrepreneurs, n'est pas à tes côtés pour t'épauler, pour absorber aussi cette charge parce que mine de rien, ils sont obligés, tu coules complètement. Des fois, tu peux perdre le pied. C'est délicat un peu comme métier. Il faut avoir quelqu'un qui te comprend à côté. Sinon, c'est très complexe. On dit souvent que derrière tout chef d'entreprise, il y a la phrase misogyne, c'était il y a une grande femme. Aujourd'hui, on devrait dire plutôt derrière tout chef d'entreprise, il y a souvent un grand conjoint qui a un rôle primordial. Et c'est là souvent la difficulté, c'est de réussir à allier les deux, une vie professionnelle et une vie de famille, surtout dans des moments compliqués comme on vit en ce moment, post-Covid et avec la conjoncture actuelle, c'est toujours assez délicat. Même lorsqu'il y a un conjoint, cette solitude, elle se fait quand même ressentir, elle est omniprésente chez tout chef d'entreprise. Quand je parle avec que ce soit des petits chefs d'entreprise de PME ou de grosses boîtes ou même des PDG de très très grosses boîtes, il y a toujours cette problématique, c'est-à-dire que la décision, elle incombe toujours au chef d'entreprise. À un moment donné, le chef d'entreprise, il doit savoir trancher. Il ne fera pas forcément la meilleure des décisions, mais il faut qu'il tranche rapidement. Il faut qu'il en prenne une. Ouais. Et toi, à la maison, quand tu étais plus jeune, pour revenir sur le notariat, tes parents t'ont encouragé à faire ça ou pas du tout ou comment ça s'est passé? Non, moi, si tu veux, à la base, mes parents étaient salariés, il n'y avait pas d'entrepreneuriat. Vraiment, c'est venu naturellement. Si tu veux, depuis mon enfance, même si je ne me présentais pas à des élections, on me nommait délégué, j'ai toujours eu en fait une volonté de travailler en équipe, de tirer un peu tout le monde vers le haut et d'accompagner les gens sur des moments de vie. Moi, ce que je dis à un collaborateur, c'est que lorsqu'il rentre chez mon notaire conseil, je ne sais pas pour combien de temps va durer notre aventure, mais je veux qu'elle soit la plus belle, la plus intense possible
et que tout se passe pour le mieux, du début à la fin. Moi, j'ai ce plaisir en fait de transmettre et d'aider les gens à croître en compétences, en niveau, en salaire, en patrimoine. Et voilà ce qui me motive aujourd'hui. Ok, top. D'ailleurs, tu as parlé de conseils, d'aider les gens. Aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui caractérise principalement un notaire parce que c'est pas juste rédiger un acte. Pour moi, le travail de notaire aujourd'hui, tu me diras si je me trompe, mais je pense que vous avez un réel devoir de conseil et d'autant plus dans une période qui est un peu plus difficile aujourd'hui. Moi, je vais te raconter une anecdote. D'ailleurs, tu le sais, on a signé avec toi, mais sur le dernier bien que j'ai signé, mon notaire m'a encouragé à aller trouver une autre étude pour m'accompagner parce que voilà, il y a des particuliers des particularités dans les dossiers que je signe. Du coup, il m'a dit c'est trop compliqué d'avoir l'image de l'étude qui est liée à ce dossier-là. Donc, en l'occurrence, voilà, je préfère que tu ailles voir ailleurs. Donc, c'est un notaire chez qui je ramenais beaucoup de monde. Pour expliquer un petit peu, c'est un bien qui était insalubre, mais l'insalubrité a été levée avant la signature de l'acte définitif. Donc, il n'y a pas eu spécialement de problématique. Mais aujourd'hui, voilà, pour moi, le notaire, il a un réel rôle de conseil. C'est quoi ton avis par rapport à ça? C'est certain, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les arrêts de jurisprudence, lorsque la responsabilité du notaire est engagée, c'est souvent lorsque le notaire a manqué à son devoir de conseil. Et c'est là, en fait, toute la difficulté du rôle du notaire. C'est qu'on est à la fois officier public ministériel, donc nommé par l'État pour instrumenter des actes lorsqu'on est requis d'instrumenter. On est à la fois chef d'entreprise, on a cette casquette, même si on n'y est pas formé, on a cette casquette managériale. Et on a ce rôle de conseil. Sur le conseil, il est primordial. Et à mon sens, c'est ce qui fait la différence entre les notaires qui exercent ce métier par passion, vraiment pour accompagner les gens à des moments importants de leur vie. Il faut que les gens se sentent écoutés, qu'ils soient à l'aise, qu'ils puissent exposer leurs problèmes et qu'ils sentent que le notaire, en fait, il a la réponse à leurs questions, à leurs besoins, et même mieux que ça, que le notaire va aller identifier des besoins que le client n'a même pas exprimés pour y apporter des réponses et l'accompagner. Il est évident qu'aujourd'hui, si tu n'as pas cette passion d'accompagnement, de conseil, il faut choisir un autre métier parce que sinon, tu vas le faire de manière alimentaire et tu ne vas pas t'y plaire. Et c'est un métier dans lequel il faut beaucoup s'engager, on fait beaucoup d'heures. Clairement, s'il n'y a pas de passion, il faut faire autre chose. Ouais, c'est clair. Bah, comme dans tout, je pense, dans tous les métiers, enfin, surtout dans l'entrepreneuriat, si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, même l'investissement immobilier, moi je rattache l'investissement immobilier à l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, quand tu es investisseur, que tu multiplies les opérations, bah, au bout d'un moment, tu es comme un chef d'entreprise. Donc c'est vrai que si tu n'aimes pas ce que tu fais, il faut faire autre chose, quoi. Et du coup, pour faire le lien avec l'investissement immo, est-ce que tu as 2-3 tips à nous donner qu'il faut regarder, qu'il faut bien checker en tant que notaire? Enfin, qu'est-ce que tu dirais aux clients que tu accompagnes? Alors, tout d'abord, l'immobilier, comme tu disais, je partage ton avis. À mon sens, ça doit rester un moyen. C'est pas une fin en soi. On n'est pas là en fait pour faire une compétition, pour avoir plus d'immobilier les uns que les autres. Posez-vous la question de qu'est-ce qui vous motive, quel est votre objectif et mettez en place une stratégie. Ça, c'est mon premier conseil. Quels sont tes objectifs et mets en place une stratégie pour aller atteindre ces objectifs. Il est évident qu'aujourd'hui, l'immobilier est un des outils principaux pour aller atteindre tes objectifs, notamment parce que c'est la seule chose que tu peux acheter à crédit. D'accord ? Aujourd'hui, tu peux voir un banquier, tu peux lui demander de te prêter de l'argent pour investir en crypto-monnaie ou pour acheter de l'or. Clairement, ton banquier va rigoler. Et tu me le confirmeras certainement. Donc, premièrement, une stratégie. Deuxièmement, pas avoir la folie des grandeurs et ne pas se comparer aux autres, d'accord ? Parce qu'il est évident que vous pouvez voir plein de choses en fait, notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est très bien, vous pouvez vous former, il faut profiter de ça, vous pouvez vous former à moindre coût, de manière assez facile, depuis chez vous, depuis votre lieu de travail, pendant les pauses, pendant les transports, donc ça, c'est un outil qui est merveilleux. Mais formez-vous et du coup ne vous comparez pas, parce que sinon il y a toujours une sorte de complexe d'infériorité et vous n'allez jamais être satisfait. Et enfin, faites-vous accompagner par les bons professionnels. Forcément, il vous faut le bon banquier, il vous faut le bon notaire. Pourquoi ? Parce que ce sont les clés essentielles en fait pour débloquer les projets, notamment des projets qui vont être compliqués. Et moi, je recommande enfin que les premiers projets dans lesquels vous allez vous lancer, qu'ils soient justement pas trop complexes. Parce que sinon, rapidement, vous allez pouvoir vous épuiser et ça peut être vite démotivant et contre-productif.
hein. Si tu mets toute ton énergie dans quelque chose dans lequel tu ne peux pas exceller, c'est comme dans le sport, hein. Forcément, ton niveau dépend du temps que tu vas passer. D'accord? Donc, passe du temps déjà pour faire des choses que tu maîtrises, des petites choses, et puis petit à petit, tu vas monter en compétences. Ouais, je rejoins exactement ce que tu viens de dire. Les propos, c'est tout à fait ça. Tous les gens qu'on accompagne, nous, on détermine d'abord les objectifs. Mm. Et en fonction des objectifs, on va avancer parce que c'est important de déterminer où tu veux aller. Si tu sais pas où tu vas, si tu sais pas quel profil d'investisseur tu as, est-ce que tu as un profil plutôt prudent, modéré, risqué? Et ça, c'est important de l'établir avant de commencer. Comme tu l'as dit, si tu pars sur un projet qui est ultra risqué ou qui est trop gros alors que tu as un profil plutôt sécuritaire, bah, tu vas pas y arriver, quoi. Mm. Donc ça, c'est important de bien commencer par ça. Et effectivement, le fait de se faire accompagner, bah, ça peut faire gagner beaucoup de temps et éviter de perdre des milliers d'euros parce que bah, c'est un peu comme dans le sport. Tu disais, tu as fait des arts martiaux. Mm. Tu es seul, certes, quand tu es sur le ring ou sur le tatami, en fonction du sport que tu fais, mais tu as une équipe derrière, tu as un entraîneur, tu as un coach. Et ça reste pareil, l'investissement immobilier, tu es seul, mais tu as une équipe, comme tu disais, un notaire, un expert comptable, un banquier. Et c'est important d'avoir une bonne équipe pour pouvoir avancer plus fort et plus vite. Donc, Exactement. je rejoins tout à fait ce que tu dis là-dessus. Et pour toi, par rapport à l'investissement immobilier, aujourd'hui, on en est où au niveau des transactions, au niveau du prix? Est-ce qu'on est plutôt sur une période baissière, que ce soit en termes de transactions ou de prix? Alors, il faut savoir que ce qu'on connaît actuellement, c'est sans précédent. D'accord? Ça ne s'est jamais passé auparavant. Si on fait une analyse empirique, historique en fait, de l'immobilier n'a fait que croître. Alors, il y a forcément des cycles. D'accord? Nous, aujourd'hui, on est dans un cycle où il y a une baisse brutale du nombre de transactions. En fonction des régions de France, ça peut aller entre moins 20 et moins 40%. Donc, c'est vraiment très, très important. Et là où c'est inédit, c'est que c'est la première fois où cet arrêt, en fait, s'est fait vraiment d'un seul coup. D'accord? C'est-à-dire que habituellement, ça se fait progressivement. D'accord? Ou ça se fait suite à un événement du type une guerre. D'accord? Ouais. Là, ce n'est pas le cas. D'accord? C'est-à-dire qu'on était clairement en surchauffe. Et en réalité, si tu avais fait une bonne lecture de tous les indicateurs, ce mouvement qu'on peut appeler une crise qu'on traverse aujourd'hui était largement prévisible. Okay? Parce que on était vraiment en surproduction. Ça faisait quasiment 10 ans où tous les ans on avait un volume record de transactions immobilières. Euh, donc forcément ça s'est arrêté. D'accord? La suite logique, normalement, c'est que lorsque on a une baisse du nombre de transactions, on a aussi une contraction au niveau des prix. Donc tout le monde s'attendait début de cette année 2024 à une baisse des prix qui malheureusement ne s'est pas fait ressentir pour les acquéreurs. Donc n'attendez pas, ne pensez pas que ça va être les soldes. Si vous devez vous positionner, positionnez-vous dès maintenant. Clairement, il n'y aura pas de soldes en 2024. Forcément, il y a des gens qui, à la marge, voient leur prix à la baisse parce qu'ils ont l'obligation de baisser parce qu'ils sont soit en situation de séparation, divorce ou succession. Mais le vendeur lambda, lui, à la limite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retirer son bien de la vente et il va remettre le bien à la vente plus tard lorsqu'il y aura plus d'acquéreurs sur le marché. Ok. Et du coup, pourquoi tu penses enfin, elle est due à quoi la baisse de transactions? C'est quoi la plus grosse difficulté ou crainte que rencontrent aujourd'hui les gens? Clairement, la plus grosse difficulté, c'est le financement. Et ça, c'est ton domaine d'expertise. Ouais. On sait qu'on est passé en un an, on a des taux qu'on fait x3 voire x4. Forcément, si mon taux augmente, ça diminue ma capacité de financement. Tout à fait. Et du coup, si je diminue la capacité de financement de l'ensemble des acquéreurs, je diminue le nombre d'acquéreurs potentiels. Si je diminue le nombre d'acquéreurs potentiels, je diminue le nombre de transactions. Et ensuite, autre chose, il y a une crise de confiance. Entre le contexte géopolitique, la fin de l'emballement post-Covid, parce que post-Covid, c'était la fête, hein. L'immobilier, c'était simple, on vendait tout, n'importe où, à n'importe quel On avait prix. du crédit. On avait du crédit, il y avait des gens qui faisaient des surenchères, c'est la première fois que je voyais ça, ouais. Qui achetaient plus cher que le prix stipulé dans l'annonce. Donc ça, clairement, c'est terminé. Et aujourd'hui, les gens ont peur. Il y a une crise de confiance. Ça, plus l'inflation. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'aller investir dans l'immobilier, l'immobilier n'est plus devenu la valeur refuge. Ils ont à nouveau épargné. Et comme on sait que c'est proportionnel, lorsque j'ai une augmentation des taux d'intérêt au niveau du crédit, j'ai aussi une augmentation des taux d'intérêt au niveau de l'épargne qui est plus rémunérée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, prudemment,
dirais-je, pour ne pas être plus offensant. Du coup, dès qu'ils ont un peu de sous, ils complètent leur livret A et ça peut se comprendre. Mais du coup, ça fige le marché. En fait, tu vas pas chercher des gros sous en mettant de l'argent sur du livret A, mais c'est sûr que les gens préfèrent se sécuriser et on voit qu'il y a une réelle crainte. Et comme tu disais, les opportunités, elles existent, mais elles sont faibles parce qu'en réalité, une personne qui n'est pas obligée de vendre, comme tu le disais, elle retire son bien du marché. C'est différent. Après, pour parler du marché bancaire aujourd'hui, clairement, oui, il y a beaucoup moins de gens qui se font financer, mais aussi par manque de professionnalisme et de connaissances. Parce que moi, je vois sur cette partie-là, tous les gens qu'on accompagne, c'est comme si tu vas à une soirée, tu vas voir une fille. Si tu n'es pas sûr de toi déjà, la personne que tu as en face de toi, elle ressent. Donc forcément que ça va être plus difficile d'aller chercher un crédit. Si tu arrives devant le banquier et que tu ne connais pas tes chiffres, tu dis excusez-moi de vous déranger, est-ce que je pourrais avoir ce montant-là, c'est non quoi. Donc il faut absolument se professionnaliser, maîtriser son dossier, maîtriser les justificatifs à fournir, être confiant, avoir confiance en soi. Et puis aujourd'hui, c'est peut-être une astuce d'être multibancarisé pour avoir plus de chances d'obtenir ton crédit. Sinon, si tu es monobancarisé et que tu as un refus, ça s'arrête là, fin du match, et puis tu ne peux pas acheter. Donc c'est important de mettre tout ça en place pour pouvoir avancer sereinement et de pouvoir après multiplier les acquisitions. Est-ce que toi, à titre perso, tu investis un peu dans l'immobilier, la bourse, la crypto? Tout à fait, je diversifie également mon patrimoine et je reviens juste sur ce que tu disais et ça me fait aussi penser au parallèle qu'on faisait tout à l'heure avec le sport. Il est évident que quand tu vas voir ton banquier, tu dois arriver en fait sûr de toi avec le même mindset que si tu montais sur un ring ou sur le tatami. Ton combat, il est là en fait. Il est avec ton banquier, il faut que tu ailles le convaincre. Il faut que clairement c'est lui qui va décider de te prêter de l'argent pour ton investissement. Donc tu dois te préparer. C'est pas lorsque tu es devant le banquier que tu vas chercher tes réponses. Tu dois anticiper ces questions et tu dois te préparer comme un athlète de haut niveau se prépare. Quand on voit aujourd'hui, on est sur une année olympique, les athlètes de haut niveau, c'est des années de sacrifice. Oui, bien sûr. C'est des années d'entraînement, c'est des années de répétition. De manière méticuleuse, ils répètent le même geste, inlassablement. De la même façon, les investisseurs doivent se professionnaliser, comme tu disais. Ils doivent se former. Ils doivent connaître par cœur leur récital. Voilà. Et donc pour revenir sur moi, tout à fait, alors forcément, je le disais, je suis portugais, donc nous les Portugais, on est très fiers. Donc le principal investissement, ça reste de la pierre. Donc en tant que bon portugais qui se respecte, bien entendu, j'ai acheté un terrain, on a construit une maison avec la famille, classique, ça c'était obligatoire, sinon je pense que ma communauté pourrait me renier. Donc voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite, j'ai fait plusieurs investissements. C'est rigolo parce que moi, ceux qui me connaissent bien, parce que je expose rarement ma vie privée, mais mes potes, en fait, ils m'appellent Kilourien. Parce que là, il y a donc Kilo tout et moi, je suis Kilourien. Et si un jour je devais sortir une formation, elle serait aux antipodes de ce que tout le monde peut voir en fait en ligne. Parce que je suis moi sur une stratégie totalement inversée, encore une fois, qui correspond à mes objectifs à moi, bien sûr. qui sont très personnels. Et voilà, j'ai la chance en fait de faire un métier qui me passionne. Je compte pas mes heures. Et moi, je dis toujours à mes étudiants, en fait, te préoccupe jamais de l'argent. Alors certes, il y a des cycles. Comme en ce moment, c'est compliqué, c'est très compliqué pour tous les notaires. Mais ça reste cyclique, ça va repartir. Il faut être optimiste. Et du coup, quand tu fais un métier avec passion, normalement, tu deviens bon si tu passes beaucoup de temps. Et lorsque tu deviens bon, l'argent, en fait, c'est un dommage collatéral. Te préoccupe jamais par l'argent. À mon sens, il ne faut pas que ça soit ton leitmotiv premier. L'argent, ça sera une conséquence, c'est un ricochet, ce sera un dommage collatéral. Pensez à la petite phrase de Ronaldo qui dit toujours shoot for skills, never shoot for money. Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai à l'esprit et que j'essaie de transmettre le plus possible, que ce soit à mes collaborateurs ou à mes étudiants. Ouais. Mais c'est bien ce que tu dis parce que contrairement à tout ce qu'on voit dans les réseaux aujourd'hui où on dit on peut faire ça vite ou tu dis qu'il faut répéter les gestes comme un sportif de haut niveau. Et oui, ça prend du temps. Aujourd'hui, les gens ils pensent qu'ils vont être millionnaires du jour au lendemain. Moi, je connais pas, je pense pas que ça existe. Je pense que chaque chose se fait en son temps, que ça soit dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement immobilier. Il faut y aller pas à pas et au fur et à mesure que tu gravis les échelons, tu apprends et là tu vas aller de plus en plus vite. Mais tu es obligé de commencer et de monter au fur et à mesure. Exactement. Crescendo, piano, piano. Et puis après, c'est toujours pour refaire un parallèle au sport. Tu commences par les petites KT et puis forcément, tu fais une compétition locale, départementale, régionale, nationale, internationale. Enfin, tu ne vas pas t'inscrire comme ça au JO, ils vont pas te prendre dans la rue. Donc, c'est clair. T'as investi en crypto?
Non, moi je ne fais pas, moi à titre perso, investissement en crypto. J'ai beaucoup de clients qui en font, hein. On a fait, nous, la première transaction ici. C'est un domaine qui me parle beaucoup parce que j'ai beaucoup de clients, je les conseille dessus. On a fait, nous, la première transaction en fait d'Europe, donc avec un paiement full crypto. Voilà. Ouais, intéressant. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est vraiment très important. J'incite tous les gens qui ont la crypto à prévoir dans votre testament, donc déjà de faire un testament, et deuxièmement, de prévoir dans votre testament de laisser vos identifiants. D'accord. Je parlais d'un cas dramatique que j'ai eu à gérer, une succession. Donc pour le coup, voilà, un jeune homme qui a beaucoup investi en crypto, il est rentré lorsque les valeurs étaient très faibles, il est monté très haut. Et ce jeune en fait est parti faire une randonnée et en fait il est jamais revenu. Voilà, il a dévissé en fait sur une falaise. Donc on l'a retrouvé plusieurs jours plus tard. Donc, outre le traumatisme, le chagrin en fait pour ses parents d'avoir perdu leur enfant, ils n'ont jamais pu récupérer son patrimoine qui était full crypto parce qu'en fait ils n'avaient pas les identifiants d'accès aux plateformes. Donc voilà, ça souvent on n'y pense pas. Ouais, c'est Mais incroyable. prenez le temps pour se prendre la crypto, faites un testament, parlez-en avec votre notaire, laissez vos identifiants. Le testament il va être conservé chez le notaire, il va être enregistré dans un fichier qui s'appelle le fichier central des dispositions et volonté. Personne ne peut y avoir accès, ne vous inquiétez pas, c'est hyper secret, on peut y avoir accès qu'au décès de la personne. Le testament il est conservé dans le coffre du notaire, mais au moins, comme ça, si vous arrive quelque chose, ça serait dommage que votre famille ne puisse pas profiter de vos investissements en crypto. Ok. Et pour revenir à la transaction que tu as faite, ça s'est passé comment? Tu peux nous donner un petit peu de détails sans rentrer trop dans les précisions, mais En fait, c'était vraiment la première fois où c'était la rencontre de deux mondes. Si tu veux, tu as eu le monde immobilier qui est venu rencontrer le monde numérique de la crypto-monnaie. Et j'avais moi en fait un vendeur qui lui était full immobilier, qui voulait rentrer en fait sur le marché de la crypto. Et j'avais à l'inverse un acquéreur qui était full crypto, qui a dit qu'il faut que je diversifie. Toujours pareil, la diversification est la clé à mon sens hein, de la gestion de patrimoine. Et voilà, donc je les ai mis en relation. Et donc on a pu lancer les prémices des discussions, des pourparlers pour tomber d'accord sur une convention. Ça a été long, très long, pour plusieurs motifs. Premièrement, définir quelle crypto. Deuxièmement, définir à quel moment on valorise. ouais, c'est clair. Parce que ça Parce bouge tout que le temps, c'est super volatile. c'est hyper volatile. C'est en mutation constante. Et troisièmement, une fois qu'on a réussi à se mettre d'accord sur ces choses-là, il a fallu trouver un encadrement juridique. Ça ne s'était jamais fait. Et du coup, au service de la foncière, l'endroit où on publie les actes, forcément, ils ne connaissaient pas ce type d'acte. Même la crypto-monnaie, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, on a dû créer en fait un acte de toute pièce, d'accord, pour que cette transaction puisse se faire et qu'elle puisse être publiée afin qu'elle soit opposable aux tiers, donc opposable à tout le monde. Ok. Et aujourd'hui, toi, en tant que notaire, Mm. est-ce que tu referais ce type d'opération? Oui, alors on a refait depuis. D'accord. Ouais, on me demande régulièrement, en tout cas, que ce soit des confrères qui me demandent des avis sur le sujet ou des clients qui me contactent en fait à ce sujet, tout à fait. Tu parlais de diversification, c'est quelque chose aussi que je rabâche souvent. Il y a beaucoup de gens qui étaient investis full crypto. Mm. Aujourd'hui, ils ont le sourire. Il y a quelques mois, c'était un peu moins le cas. C'est pareil dans l'immobilier, c'est pareil dans la bourse. J'ai rencontré beaucoup d'investisseurs qui avaient un très gros patrimoine immo, mais qui avaient zéro liquidité. Mm. Pour toi, quelle est la bonne répartition? Est-ce que tu as une répartition que tu préconises? Les gens, quand ils te demandent conseil, qu'est-ce que tu leur dis? Comment ça fonctionne? Ça va dépendre en fait forcément du profil, de l'âge, de la profession, de vos salaires, également de votre plan de vie. Est-ce que vous avez prévu de faire un plan de vie normal, dirais-je, c'est-à-dire de travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite? Moi, par exemple, c'est pas du tout mon plan de vie. Moi, je suis quelqu'un qui travaille 100 heures par semaine et si je fais le calcul de ce que j'ai bossé en fait depuis que j'ai commencé à bosser, parce que j'ai commencé très tôt, clairement, moi j'ai fait le calcul que fin 2025, si nos droits à retraite étaient comptabilisés en heures et non pas en années, parce que je trouve ça ridicule de comptabiliser en années, parce que si tu travailles 35 heures par semaine, bah forcément tu vas moins te fatiguer, tu vas moins bosser. Quelqu'un qui bosse 50, 60 ou 100 heures par semaine,
On prend les gens qui sont, je sais pas moi, qui sont sur le chantier ou qui font les marchés, des métiers qui sont très pénibles avec beaucoup d'heures. Je ne trouve pas ça très cohérent de fonctionner en nombre d'années. Donc moi, par exemple, j'ai fait mon calcul. Moi, j'ai dit 31 décembre 2025, j'arrête, je plie tout. Voilà, c'est mon choix de vie. Donc forcément, ma stratégie, elle est adaptée à cela, elle est adaptée à mon objectif. Donc, je définis avec mes clients une stratégie en fonction de leurs objectifs à eux et de leur plan de carrière. Il est évident que l'immobilier, à mon sens, ça doit rester toujours la valeur refuge. D'accord? Et l'immobilier, il faut l'envisager sous diverses formes. Souvent, on se parle de cash flow. Ah, c'est fantastique, j'ai investi dans telle ou telle ville. Et alors, je ne vais surtout pas les citer parce que je ne veux pas avoir de problème derrière, mais surtout que moi, j'accompagne des clients vraiment sur tout le territoire national, donc je n'ai pas du tout de préférence en termes d'endroit. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait d'avoir j'ai un cash flow positif énorme parce que j'ai un différé d'amortissement de 3 ans, donc tu te rends compte, pendant 3 ans, je gagne 2 000 euros par mois. Ok, est-ce que tu es rentier avec 2 000 euros par mois? Si toi, ça te suffit, c'est très bien. Je ne vais pas juger si c'est conforme à tes objectifs. Peut-être que pour d'autres, c'est un peu plus important. Moi, je raisonne toujours en termes de total return. D'accord? Donc, dans mon total return, je vais y mettre, certes, ma rentabilité de mon bien par rapport à mes revenus, mais aussi ma revalorisation. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que j'incite toujours à diversifier. Et je pense que quelque chose de prudent, c'est d'avoir 60-70% d'immobilier, le reste sur d'autres actifs. Ouais. Au niveau des deux actifs, ayez toujours quand même des liquidités. Parce que quand on voit des moments comme aujourd'hui qui se représenteront à l'avenir, c'est cyclique encore une fois l'immobilier, donc il y aura à nouveau des phénomènes de contraction, il y a toujours des liquidités pour faire face tout simplement à vos besoins quotidiens, mettre votre famille à l'abri, ou toujours pouvoir se faire un peu plaisir, parce que c'est le concept de la vie à mon sens. Si tu ne prends pas de plaisir, ça ne sert à rien. Et des choses plus ou moins disponibles, d'accord? Donc voilà un petit peu moi mon sentiment. Et même au sein de l'immobilier, tu as des diversifications à faire. Et au sein des liquidités, tu as aussi des diversifications à faire. Ouais, en fait, c'est marrant parce que nos discours se rejoignent. C'est exactement ce que je dis. Déjà, diversifier. N'utilisez pas une seule stratégie locative, par exemple. Ceux qui font full courte durée, ça peut être dangereux, surtout en ce moment, on le voit avec les nouvelles réformes. Donc, diversifier. Après, c'est pareil, n'ayez pas que de l'immo. Comme tu disais, une part de liquidité, c'est important pour faire face aux besoins ou voilà, la vie de tous les jours, ton train de vie. Donc, c'est important de répartir un peu tout ça. Tu vois beaucoup de clients dans ton métier. Est-ce que des fois, quand tu vois des entrepreneurs, tu vois le chemin qu'ils ont, le parcours, les réussites, est-ce que toi, tu te dis qu'en tant que profession réglementée, je crois que vous êtes une profession, enfin, tu ne peux pas exercer d'autres métiers à côté? C'est ça. Est-ce que des fois, tu ne dis pas que tu as envie de faire autre chose, peut-être en voyant ce que font les autres? Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai prévu d'arrêter assez tôt ce métier. Souvent, on me dit ah, non, c'est fantastique, tu as été le notaire de France le plus jeune. J'ai bon, ok, ça c'est une statistique, c'est une donnée. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ce qui par contre me plaira, c'est si je suis le notaire le plus jeune retraité de France. Pour le coup, ça reste un de mes objectifs principaux. Voilà, est-ce que j'arriverai à le faire parce que je suis passionné de ce métier et je pense que je vais l'exercer de manière totalement différente. Je garderai une quinzaine, vingtaine de clients. Je chapeauterai le réseau monétaire conseil, mais j'exercerai plus du tout de la même façon avec 100 heures. Voilà. J'ai plein d'autres objectifs à côté, j'ai plein de passions, j'ai envie d'y dédier du temps et j'ai envie de dédier également du temps pour entreprendre pour d'autres choses qui n'ont rien à voir. Rien à voir du tout. Ok, ouais, c'était ça justement qu'il fallait aborder. Et du coup, aujourd'hui, tu es associé, donc on l'a vu sur plusieurs études. Qu'est-ce que tu penses de la SCI? Beaucoup d'investisseurs veulent avoir recours à la SCI. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent voilà, j'en ai entendu parler au repas de famille, c'est génial, je vais investir en SCI. Quel est ton avis là-dessus? Alors, moi, j'ai toujours fait attention au phénomène de mode. C'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, les gens qui font que de la LCD parce que, tiens, c'est à la mode, je connais un mec, il est devenu riche juste parce qu'il fait de la LCD. Tu sais, on prend juste l'exemple en ce moment des JO. Tout le monde avait dit, à Paris, ça sera intouchable, les hôtels sont tous blindés, les gens ils vont se gaver avec la LCD. Aujourd'hui, allez sur toutes les plateformes, je n'en citerai aucune, vous verrez que vous avez énormément d'appartements qui sont encore disponibles. Donc méfiez-vous en fait des effets de mode parce que dès lors qu'il y a un effet de mode, tout le monde y va et du coup c'est un peu le système des montagnes russes. C'est que les gens ils montent en fait pas au bon moment, ils descendent pas au bon moment. Donc
Ouais, prudence, pour moi, prudence sur les effets de mode. Ensuite, ça rappelle-moi. C'était par rapport à la SCI, beaucoup de gens Oui, veulent sur la se SCI. lancer. Alors là, ici, c'est un outil qui est excellent, vraiment, parce que ça permet de mutualiser. Et donc, quand je dis mutualiser, on va avoir les aspects positifs de chacun des associés, que ce soit ses connaissances, sa disponibilité en temps, ses liquidités et sa solvabilité. Ok, mais c'est pas forcément la solution et la réponse à toutes les questions. C'est pas parce que ton voisin, ton copain, ton ami a une SCI que toi tu dois en avoir une aussi. Ok, c'est pas un phénomène de mode. La SCI, la base, c'est quoi? C'est plusieurs personnes qui vont s'associer, mais qui ont un projet commun. Ça, c'est la première chose. Ok, dans toute société, il y a un projet commun. Et la société, en fait, elle dépasse les associés. Il faut que cette société puisse survivre, même en cas de difficulté, ou en cas de décès même d'un associé. Donc la première chose, c'est que choisis bien tes associés. Est-ce que vous avez exactement la même vision? Ok, on appelle ça en fait l'affectio societatis en droit, c'est-à-dire qu'il faut avoir la même vision, la même volonté d'entreprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une SCI, c'est une société, il y a des obligations derrière. Il y a des règles comptables, il y a des règles fiscales. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec une SCI. Nombre de gens font une SCI, par exemple, ils veulent faire de la location courte durée. C'est problématique. Voilà, on va basculer forcément à l'IS. Donc, toujours pareil. Quel est ton objectif? Et derrière, on va chercher la meilleure des solutions. Et la SCI, ça a beaucoup d'avantages quand même. Alors, je rigole parce que tout le monde veut faire de la SCI parce qu'ils en entendent parler, mais les avantages principaux, c'est éviter l'indivision, pouvoir aller plus vite et plus loin grâce à l'association, parce que voilà, il peut y avoir un associé qui est plus bankable, qui trouve des biens, etc. Enfin, ça, il peut y avoir plein d'avantages. Et aussi la transmission. Je sais que tu donnes pas mal de conseils là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la SCI, de la transmission, un peu de démembrement, pour les gens qui seraient intéressés, parce que j'encourage aussi les gens à préparer l'avenir, et notamment quand on a des enfants, je pense que c'est important de l'anticiper. On est entrepreneur, on est investisseur, on paye pas mal d'impôts, on va pas se le cacher. Donc voilà, c'est peut-être bien de ne pas repayer une deuxième fois ou une troisième fois de l'impôt sur ce qui nous appartient. Tout à fait. Tu as entièrement raison, c'est-à-dire qu'il faut avoir à l'esprit qu'on est ici de passage. On a tous un nombre de jours limité sur cette planète, qui est à peu près de 30 000 en fonction... quand on part avec tous un crédit de 30 000 et puis qui diminue petit à petit. Ça, il est toujours à l'esprit. Faites le point, combien de jours il vous reste à vivre, chacun à compter aujourd'hui. Et comme on est tous ici de passage, le but de l'immobilier, c'est quoi? Certes, c'est d'améliorer votre quotidien, de vous aider à aller atteindre vos objectifs personnels, mais le but de l'immobilier avant tout, c'est que ce soit loué, à un moment donné, ça devra être vendu. D'accord? L'immobilier, à mon sens, n'a pas d'autre sens que celui-ci. C'est qu'à un moment donné, il devra être transmis. Soit transmis à titre onéreux, vendu et transformé en liquidité lors d'un arbitrage, ou transmis à vos héritiers. Et aujourd'hui en France, la fiscalité successorale, elle est prohibitive. Franchement, c'est confiscatoire. Lorsqu'on voit que, même en ligne directe, de parents à enfants, on a une fiscalité qui peut aller jusqu'à 45%. Ça veut dire que si j'ai 2 enfants, normalement, ils se partagent 50-50. Mais en réalité, si j'ai 2 enfants, en fonction du montant du patrimoine que je vais laisser, je sais qu'il y a 100 000 euros qui vont être exonérés par parent et par enfant. Au-delà, on va payer des droits de succession, donc dans un barème progressif qui va de 5 à 45%. C'est-à-dire que si j'ai 2 enfants et que je laisse beaucoup de patrimoine, eh bien, on peut aller jusqu'à 45% d'imposition. C'est-à-dire qu'en fait, mon principal héritier, ça ne va pas être mon enfant. C'est l'État français qui va prendre 45%, et mes 2 autres enfants, qui sont vraiment mes enfants, ils vont se partager 55%. Ouais. Donc soit tu es OK avec ça et tu changes rien, surtout, tu vas surtout pas avoir un notaire, ou tu vas avoir un notaire qui ne maîtrise pas ces aspects-là, soit tu vas avoir des bons professionnels qui puissent t'aider à anticiper. Parce qu'aujourd'hui, en termes de gestion et de transmission de patrimoine, la seule clé, la seule solution, c'est l'anticipation. Et donc, la SCI est un outil excellent pour transmettre. Très rapidement, imaginons, je suis propriétaire d'un bien qui vaut 400 000 euros. Même si j'ai 400 000 euros de crédit parce que je viens d'acheter le bien. Je veux donner ce bien à mes enfants. Mes enfants vont être fiscalisés sur la valeur du bien qui est de 400 000 euros. Si par contre, je prends les mêmes valeurs, mais ce n'est pas moi qui suis propriétaire, c'est ma SCI, eh bien, dans ce cas-là, la SCI est propriétaire du bien et moi, je suis propriétaire des parts de la SCI. Donc, ce que je peux transmettre à mes enfants, ce n'est pas le bien, ce sont les parts. Combien valent les parts?
Eh bien, Christophe, l'épargne, elle valent ce qu'il y a dans la SCI. Donc, dans la SCI, j'ai d'un côté l'actif à 400 000, de l'autre côté, c'est passif à 400 000. Donc, si je fais la transmission des parts dès le début, j'ai des parts qui valent 0 dans mon exemple. Donc, je transmets la totalité des parts à mes enfants en franchise totale de droit. Alors après, bien entendu, attention, lorsqu'on transmet aux enfants, il faut qu'on puisse se prémunir et garder la jouissance, les pleins pouvoirs avec une rédaction habile des statuts. Et souvent, les parents, lorsqu'ils transmettent ce qu'on appelle la nue propriété. Tu parlais de démembrement. Oui, tout à fait. Et du coup, les parents vont conserver ce qu'on appelle l'usufruit. Et l'usufruit, c'est quoi? C'est le droit d'utiliser et le droit de percevoir les fruits. C'est-à-dire que les parents vont avoir les revenus locatifs. En contrepartie, forcément, ce sont les parents qui vont continuer de payer les impôts et les charges. Pas demander C'est normal de payer les impôts et les charges. D'accord. Donc toi, c'est des opérations sur lesquelles tu accompagnes les gens, le démembrement. Oui. Et ce qui m'a paru fou et que tu m'as appris la dernière fois, c'est que quand on fait une opération de démembrement, notamment avec ses enfants, en fait, la valeur du capital est entre guillemets figée au moment où tu fais l'opération. C'est-à-dire qu'après, même si ça évolue, puisque bien entendu, tu amortis du crédit, par exemple, tu parlais de SCI, tu amortis du crédit, mais ça reste la valeur au moment où on a fait l'opération qui reste celle-ci pour déterminer la valeur de l'usufruit et de la nue propriété. Exactement. Les 3 gros avantages de transmettre du vivant le plus tôt possible. Premièrement, l'abattement, qui est aujourd'hui de 100 000 euros par parent et par enfant, il se reconstitue tous les 15 ans. C'est-à-dire que tous les 15 ans, tu peux recommencer et donner gratuitement 100 000 euros. Deuxième avantage, lorsque je donne un bien, je vais figer la valeur donnée au jour de l'acte de donation. Dans mon exemple, un bien qui vaut 400 000. Une fois que je l'ai donné, il n'est plus dans mon patrimoine. Et même si j'ai conservé l'usufruit conservé par les parents va s'éteindre le plus tard possible au décès des parents, sans aucune taxation. Et même si le bien a doublé de valeur, donc dans mon exemple, le bien à 400 000, c'est vaut 800 000 au moment du décès des parents, il n'y aura jamais de taxation sur la différence, sur la prise de valeur. Ok ? Et l'autre intérêt, c'est que plus tu transmets tôt, plus tu es jeune, plus tu as une grande espérance de vie, et plus l'usufruit que tu vas conserver a une forte valeur. Parce que l'usufruit est déterminé en fonction d'un barème fixé par le Code général des impôts qui dépend de ton âge. Donc si je suis jeune, j'ai une grande espérance de vie, donc l'usufruit que je conserve a une forte valeur. Donc si mon usufruit est plus fort, la valeur de la nue propriété transmise est plus faible. Et au fur et à mesure du temps, plus je vieillis, plus l'usufruit baisse, et donc plus la nue propriété donnée augmente. Donc j'ai intérêt à donner lorsque mon usufruit est fort, donc lorsque je suis jeune. Est-ce que les coûts pour faire ce type d'opération est élevé pour les gens qui auraient peur et qui s'inquiètent du coût que ça peut avoir de mettre en place ce type de montage? Une transmission, il faut compter aux alentours de 2,5-3% maximum de la valeur des biens donnés. C'est à relativiser, certes c'est une somme qui reste conséquente, qui est essentiellement composée d'impôts. Parce que le notaire là-dessus, il faut savoir qu'un notaire sur une transaction immobilière, donation ou vente, il prend 0,8% de la valeur du bien. Tout le reste, ce sont des impôts. Donc là, on est un petit peu en dessous des frais de vente. Souvent, 7,5-8% 8% les frais de vente. Là, on est aux alentours de 2,5-3% pour une transmission. Mais ça serait le même coût en cas de succession. D'accord. Donc, le fait d'anticiper, ça ne va pas générer de frais supplémentaires. C'est juste qu'on paye du vivant au lieu de le payer au moment du décès. Et si c'est payé du vivant, c'est très souvent pris en charge par les parents donateurs. Et en réalité, c'est une autre donation parce qu'on pourrait estimer que c'est aux enfants donateurs de payer. Mais là, l'administration fiscale admet que les parents donateurs payent pour le compte des enfants sans que cela génère en fait une fiscalité, sans que ce soit considéré comme une donation. Et ça, c'est très très intéressant, notamment pour les gens qui ont un fort patrimoine. Je faisais encore ce matin un calcul qui va générer pas loin de 100 000 euros de droits de donation versus, si on n'avait rien fait, quasiment 800 000 euros de droits de succession. Eh bien, si les parents prennent en charge les frais d'acte et les 100 000 euros de droits de donation, du coup, les enfants, en fait, n'auront pas à payer ces frais au moment du décès et ces 100 000 ne sont pas taxés. Ouais, magnifique. Et le but, c'est pas de faire une formation aujourd'hui, mais je trouve intéressant quand on fait des épisodes comme ça, de rentrer un peu dans le détail. Ça, c'est valable quand on est investi en nom propre et en SCI, ou c'est que en SCI. Est-ce que tu peux nous donner juste des précisions par rapport aux gens qui seraient intéressés, qui se posent des questions par rapport à ça? Si tu détiens un bien en nom propre, est-ce que tu peux faire la même chose que si tu le détiens à travers une SCI?
Que tu détiennes le bien en nom propre ou en SCI, tu peux tout à fait transmettre à tes enfants via une donation en démembrement de propriété. C'est-à-dire que tu vas transmettre la nue propriété à tes enfants et toi, tu vas conserver cet usufruit. Et plus tu es jeune, plus tu as une grande espérance de vie, plus ton usufruit aura une forte valeur et moins la valeur de la nue propriété transmise sera importante et moins le coût de la donation sera élevé. Ok, top. Magnifique. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de ça maintenant. Aujourd'hui, on a vu que tu étais un homme occupé entre l'entrepreneuriat, tes activités peut-être annexes. Quelle est la part de temps que te prend l'étude et quelle est la part de temps que tu consacres à tes activités? Clairement, aujourd'hui, mon entreprise et la manière dont moi j'entreprends, ça me prend 75% de mon temps, clairement. Par contre, les autres 25% de temps que j'ai de libre aujourd'hui, je les vis pleinement, pleinement. Et comme je prends énormément de plaisir dans ce que je fais, j'arrive à intégrer, même dans ces 75% de temps de travail, j'arrive à intégrer beaucoup, beaucoup de plaisir parce que je bouge beaucoup. Je voyage énormément. J'accompagne des gens aux quatre coins de la planète. On parlait le jour des Caraïbes. J'ai des clients qui sont à Saint-Barth, j'ai des clients qui sont au Mexique. Et moi, je prends beaucoup de plaisir en fait à me déplacer en fait avec mes clients et voilà, aller voir sur place l'immobilier. Là, en début d'année, j'ai un client qui voulait investir vers Montréal, donc je l'ai accompagné sur place. Donc voilà, on fait vraiment du sur-mesure. Et du coup, si tu veux, j'ai même pas l'impression de travailler. En réalité, c'est mon travail, donc c'est 75% de mon temps, mais j'y prends tellement de plaisir et on arrive à y coller, même lors de déplacements, des choses super chouettes, que ce soit avec la famille ou avec les amis. Donc voilà. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, enfin, on voit la différence. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à investir, c'était en 2015. Le premier notaire avec qui j'ai bossé, c'était une personne un peu âgée. Et tu vois la différence entre toi et ce notaire-là, c'est incroyable. On voit que tu accompagnes tes clients partout dans le monde, que voilà, tu es force de proposition, de conseil pour les gens. Et je trouve que c'est un peu ce qui manquait au métier de notaire. Enfin, après, tu connais plus que moi. Mais moi, de ce que j'en ai vu, j'ai l'impression qu'il y avait. Enfin, c'était une profession un peu vieillissante et les gens, ils manquaient ça, quoi. Ils arrivaient, c'était juste pour signer et il n'y avait pas ce conseil, voilà, cet accompagnement comme tu peux avoir aujourd'hui. Tu le dis, tu te déplaces partout, c'est top et tu n'as pas l'impression de bosser en réalité. C'est ça, exactement. Après, alors déjà, moi, compte tenu de ma déontologie, je peux jamais dire de mal de mes confrères et je le ferai jamais. Il n'y a aucun jugement. Chacun exerce comme il veut et de la manière dont j'espère, au moins, ça leur apporte du plaisir. Enfin, j'ose espérer. Parce que sinon, encore une fois, ça n'a pas de sens pour moi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le notariat, c'est un domaine réservé. C'est la seule profession, aujourd'hui, il y a un monopole, un monopole en France de ce qu'on appelle la publicité foncière. C'est-à-dire que si tu veux faire un acte immobilier, que ce soit une donation ou une vente, tu n'as pas d'autre choix que d'aller voir un notaire. Du coup, les notaires, en fait, ont une attitude souvent passive, d'accord? Et ils sont confortablement assis derrière leur bureau et ils attendent que le client arrive avec un dossier et leur pose des questions pour apporter des réponses. Alors, réponses qui sont souvent parfaites, hein, un domaine d'expertise qui est maîtrisé. Mais on a peu eu de notaires proactifs parce que c'était lié en fait à ce monopole de la publicité foncière qui était très confortable. Les notaires gagnaient déjà très bien leur vie, c'était un métier qui était déjà chronophage, un métier à responsabilité. Du coup, ils n'ont pas eu besoin jusqu'à présent de développer d'autres domaines de compétences. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait un triple cursus. C'est-à-dire qu'en plus de mon cursus notariat, j'ai fait un autre master 2 en gestion de patrimoine et ensuite j'ai fait de la médiation. D'accord? Car j'ai toujours, moi, à l'esprit, et en tout cas toujours la volonté, à ma petite échelle, de contribuer en fait à pacifier les relations. Moi, je suis quelqu'un qui aime les choses simples, qui aime la paix dans le monde. Je suis quelqu'un d'utopiste. Voilà, j'aimerais participer à la paix dans le monde. Et ma petite échelle, voilà, si je peux pacifier des relations, que ce soit lors de tensions de couple, tensions entre vendeurs et acquéreurs, que ce soit lors de succession. Donc c'est pour ça que j'ai intégré en fait la médiation dans mon mode à moi d'exercice. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses justement des confrères qui se diversifient aujourd'hui, qui font de la transaction? Alors, moi, pour le coup, je n'en fais pas, donc j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Je me dis juste que chacun son métier. C'est pas quelque chose moi qui m'intéresse, c'est pas quelque chose qui m'appelle. Et moi, je vais que vers les choses qui m'appellent. Voilà, si ça me
si j'ai pas un leitmotiv, c'est pas quelque chose qui me bouge, qui me transcende, ça m'intéresse pas. Et je pars du principe qu'aujourd'hui, il y a des gens dont c'est le métier, qui ont le niveau d'expertise, à qui je laisse cela. Alors forcément, si on regarde, faut jamais se tromper dans la vie. Souvent, moi, les confrères avec qui j'ai parlé qui faisaient cela, ils le font pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que, on parlait tout à l'heure, lorsque tu fais les choses pour une question financière, est-ce que vraiment ça les rend heureux? Je ne sais pas, il faudrait les questionner. Moi, en tout cas, voilà, je n'en fais pas. J'ai des partenaires avec qui je bosse qui sont excellents. Voilà, on a pu faire par contre de la vente immobilière interactive, ça oui, pour répondre à une problématique précise, des conflits entre conjoints, des conflits entre héritiers. Ils ont le doute et ils veulent pas passer par l'agent immobilier de Tartampion parce qu'ils ont peur qu'il y ait connivence. Dans ce cas-là, ils demandent au notaire. Et c'est un peu le même principe qu'eBay. Je ne sais pas si tu connais la vente immobilière interactive. Voilà, c'est un principe de vente aux enchères. Au moins, comme ça, une transparence totale. Il n'y a pas de suspicion quelconque. Voilà. Mais je sais que de plus en plus de confrères y vont parce qu'ils se disent bah, attends, nous, on prend 0,8 sur une vente alors qu'on se tape là le boulot. Et derrière, l'agent immobilier, il a pris 5-6%. Parfois, regarde, ce matin, j'étais sur une transaction assez importante où l'agent immobilier prenait 7%. Voilà, bon, il ne faut pas réduire si c'est un bon agent immobilier. Voilà, il y a des gens qui disent ouais, bah, c'est bon, il a juste ouvert une porte. C'est un bon agent immobilier, il a fait bien plus qu'ouvrir une porte. Il a écouté tes besoins, il a fait une vraie découverte acquéreur, il a fait un tri en fait sur les gens à présenter aux vendeurs. Et puis, bah, il a eu le bon carnet d'adresses qui a permis de mettre en relation vendeur et acquéreur. Hein, parce que sinon, c'est clair. Mais là où tu as un poste intéressant, c'est que par exemple, dans une succession, c'est peut-être toi qu'on va solliciter. Peut-être que là, tu as l'opportunité effectivement de faire la transaction. Pas pour faire la transaction, mais comme tu disais, plus dans un devoir d'accompagnement où tu peux mettre en relation les gens. Et là, c'est peut-être quelque chose d'intéressant effectivement aujourd'hui. Tout à fait. Ça reste la vente par les notaires. En tout cas, la vente immobilière interactive reste un outil excellent pour mettre fin à un conflit. Voilà, lorsque les héritiers ont une perte de confiance entre eux, la vente immobilière interactive par les notaires reste une excellente solution. Ok, top. Et ça peut rester aussi pour les investisseurs, d'ailleurs, souvent des belles opportunités. C'est clair. C'est bien souvent sur ces opérations-là qu'on a des opportunités en tant qu'investisseur. Moi, je vois, c'est pas fait exprès, mais c'est vrai que beaucoup de biens que j'achète, c'est des successions. Voilà, c'est pas la volonté au début, mais c'est vrai que ça, souvent, c'est les opportunités, ça, les déménagements, les divorces. C'est là-dessus que tu as des bonnes opportunités en investissement IMO. Et voilà. C'est souvent comme ça, hein. Lorsque il y a une situation qui est difficile d'un côté, elle peut engendrer une opportunité de l'autre côté. Et il ne faut pas, je pense, avoir de culpabilité sur le sujet. Ce n'est pas une question de profiter d'une situation. C'est une question, au contraire, on va aider les gens à sortir d'une situation qui est conflictuelle, qui peut parfois être une impasse. Et on est parfois justement la solution pour eux. Et pour revenir sur les successions, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, outre le fait que la fiscalité soit très importante, soit confiscatoire en France, hein, parce qu'il faut rappeler que des droits de succession peuvent aller jusqu'à 60% s'il n'y a pas de lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire. 60%, c'est-à-dire que plus de la moitié par un droit de succession pour l'État. T'as un délai pour les payer, je crois. 6 mois. 6 mois, ça va super vite. Surtout en ce moment avec la conjoncture actuelle. On sait qu'entre une promesse et une vente, il faut 3 voire 4 mois. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que la personne vient de décéder, le corps il est encore chaud, il faut vite que tu aies un agent immobilier pour donner mandat parce qu'il a maximum 3 mois pour te trouver un acquéreur. Sinon, tu ne pourras pas payer tes restitutions dans 6 mois. C'est incroyable ça. Moi, t'as payé toute ta vie, tu dois payer encore quand t'es mort. Ça, c'est impressionnant. Mais après, comme tu le disais, il faut savoir s'entourer pour aussi anticiper tout ça. Et voilà, au travers du démembrement, au travers des donations peut-être, essayer d'optimiser. On ne parle pas de complètement anéantir l'imposition, mais au moins de pouvoir la maîtriser, quoi. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'accident de vie, dès lors que tu as des enfants, quel que soit, Julien Christophe, le montant de ton patrimoine, tu peux arriver à une transmission totale en franchise de droit dès lors que tu as anticipé et utilisé les bons outils. Moi, j'ai fait des transmissions pour des clients très fortunés avec des gros patrimoines où je peux t'assurer qu'il y aura 0 € de droit de succession et c'était leur objectif principal. Et en mettant en place les stratégies qu'on a adoptées, il n'y aura pas de droit de succession. Et ce qui est super intéressant,
c'est que lorsque tu fais ce type de transmission, alors que tes enfants sont encore mineurs, souvent les gens ils ont peur de transmettre aux enfants mineurs. Lorsque tu fais ces transmissions à tes enfants mineurs, tes enfants en fait ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas venus signer l'acte. Du coup, psychologiquement, il n'y a pas de biais chez eux, il n'y a pas un inconscient qui dit c'est ok, moi je suis déjà à la tête d'un gros patrimoine, j'ai pas besoin de me faire mal, d'accord et ça c'est quelque chose de très important et ça reste une préoccupation essentielle chez beaucoup de mes clients de dire ok, moi je me suis cassé la tête, j'ai créé un truc de toutes pièces, j'ai passé justement la quasi-totalité de mon temps pour construire ce patrimoine, mais s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que mes enfants vont en faire? Voilà. Et il y a une question qui me vient par rapport à ça, parce que des fois, on peut avoir des freins par rapport au fait d'anticiper tout ça et donner, par exemple, la nue propriété aux enfants. Et imagine-toi que tu veux vendre, comment ça se passe? Alors, dès lors que tu as bien anticipé et que tu as prévu, notamment lorsque tu es en société, que tu as prévu dans les statuts, que même si tu as donné tes parts, tu es resté usufruitier et gérant, eh bien on prévoit que c'est le gérant usufruitier qui aura tous les pouvoirs, que ce soit l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, et notamment le pouvoir de vendre. C'est-à-dire que le jour où la société veut vendre, eh bien elle sera représentée par le parent, qui est resté usufruitier et gérant, et les enfants n'auront même pas leur mot à dire. C'est-à-dire qu'on peut même envisager des cas de figure où les enfants ne sont même pas prévenus que les biens de la société sont vendus. Ce qu'il faut, c'est bien aménager les pouvoirs en amont. On va reparler de sujets un peu plus passion. On va repartir sur la partie passion pour finir cet épisode. Donc, tu nous as dit que tu avais des passions, les sports de glisse, etc. Aujourd'hui, comment tu te verrais si tu pouvais passer plus de temps sur tes passions? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus vraiment ce que tu fais sur tes journées off et comment tu te sentirais? Et est-ce que toi, tu te verrais être, faire que tes passions, mais plus travailler? Je vais commencer par la dernière question. Alors, faire que de la passion, ne plus travailler, je ne suis pas certain. Je dois assumer un côté hyperactif chez moi, une volonté tout le temps d'entreprendre. En réalité, si je regarde mon premier business, je crois que je l'ai monté avec un pote quand j'avais 14-15 ans et qu'on a commencé à faire du jardinage pour se faire un peu d'argent de poche. Eh bien, on a fait nos premières cartes de visite à 14 ans en fait. On prenait nos petites fiches Bristol, on avait fait un truc un peu coloré, une sorte de logo qui n'était pas terrible, mais on était assez fiers pour l'époque. Et on avait fait du boitage tout simplement, hein. On allait autour de chez nous et ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Bon, je te dis pas la gueule des premières tontes et des haies qu'on a coupées. Et voilà, j'ai des anecdotes là-dessus, c'était assez ubuesque. On n'avait pas tout à fait bien compris l'instruction de départ. Donc cette volonté d'entreprendre a toujours été là chez moi et je pense qu'elle sera toujours là. Maintenant, j'entreprendrai sur d'autres choses et notamment sur des choses. Voilà, moi, j'ai notamment des projets qui seront très tournés vers l'océan. Je suis portugais, très tourné vers l'océan. Et vers le tourisme, vers les sports de glisse. Voilà, il y aura quelque chose qui sera dédié à ça. Et pour répondre à l'autre question que tu posais, moi au niveau de mes activités, j'ai toujours été très connecté avec la nature. J'ai toujours ce besoin de me rattacher à la nature et en fonction, je fréquente tout type de personnes et j'ai toujours besoin en fait de me rattacher à l'essentiel. Je passe énormément de temps avec ma famille. J'ai peu de gens dans mon cercle, vraiment. Il y a très peu de gens qui me connaissent. Quand les gens disent ouais, Nuno, on le connaît bien. Il y a très peu de gens qui me connaissent réellement. Il y a très peu de gens qui rentrent dans mon cercle et qui viennent dans ma vie privée. Je fais beaucoup, beaucoup de temps, que ce soit en montagne ou en océan. Là, tu vois, je prends l'exemple de la semaine dernière, pour que ce soit très concret. Je suis parti au Portugal pour des rendez-vous, j'ai vu des clients là-bas. Donc j'ai vu le Portugal sur plusieurs régions en plusieurs jours. Malgré le travail, j'ai pris le temps de faire mon sport. Je fais beaucoup de sport poids de corps. Je suis pas un adepte moi de soulever de la fonte, regarder dans la glace, c'est pas mon truc et j'ai aucune critique là-dedans. Encore une fois, si ça te donne du plaisir, fais-le autant que possible. J'ai pris le temps d'aller à l'océan, de courir, de nager, de surfer. Je fais pas mal de surf. Je fais beaucoup de randonnées, d'ascension. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert lorsque je suis parti justement dans le sud, sur Toulouse. J'avais les Pyrénées qui étaient à côté. Donc dès que j'avais un moment, je partais randonner et faire des ascensions. Et voilà, donc en termes de projet, pour cette année, il y a l'ascension du Mont Blanc, voilà, qui est prévue. Et sinon, en termes de projet futur, qui va lier à la fois plaisir et entrepreneuriat,
En fait, avoir un business de plage, un restaurant de plage avec des sports de glisse. Voilà. Magnifique. Ouais. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil à des gens qui voudraient se lancer mais qui n'osent pas, qui ont peur, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement immobilier? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là? Alors, c'est très très difficile d'aller chercher une confiance en soi. En tout cas, n'attendez pas d'avoir l'approbation autour de vous. Ok. Parfois, on attend d'avoir l'approbation de ses amis ou de sa famille. En réalité, la seule approbation que tu dois avoir, c'est la tienne. Tu dois bâtir ta propre vie. Tu dois inventer ta propre vie. Ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux, c'est très bien, c'est censé t'aider, mais il ne faut pas que ça soit contre-productif. Ok. La vraie vie, c'est pas que sur les réseaux, d'accord? Il faut se lever le matin, il faut travailler. Moi, je connais pas de gens, vraiment, je ne connais pas de gens qui ont fait de grandes choses, qui ont bâti de grandes choses, qui ont eu des grandes réussites sans énormément de travail. Ok, on dit souvent que il n'y a que dans le dictionnaire que le mot succès arrive avant le mot travail. Donc travailler beaucoup, travailler avec passion, identifier. On a tous en fait un domaine d'excellence. Il faut le chercher, il faut le trouver. Mais en tout cas, prenez du plaisir et faites en sorte d'être heureux. Parce que si tu fais les choses avec du plaisir et des choses qui te procurent du bonheur, forcément, à un moment donné, tu seras bon, tu seras même excellent. Et du coup, par conséquent, tu devrais avoir une vie qui va être qualitative en termes de patrimoine, en termes de rendement. Et rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Continue tout le temps de te former. Continue et sache que tu devras intégrer autour de toi une équipe. D'accord? On dit souvent, seul je vais plus vite, mais ensemble on va plus loin. Tu auras besoin de cette équipe. Cette équipe, c'est à toi de te la constituer, que ce soit tes amis, que ce soit ta famille, mais en tout cas, et un noyau dur. Un cercle proche auprès duquel tu vas pouvoir te ressourcer dans les moments de difficulté, dans les moments de doute, parce qu'on en a tous. Voilà. Donc, voilà mes conseils. Ok, top. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens regardent les réseaux sociaux, regardent beaucoup de masterclass, de formations gratuites, de conférences, mais passent pas à l'action. C'est un conseil qu'on peut donner aujourd'hui, c'est qu'il faut au bout d'un moment se lancer et passer à l'action. Donc, comme on l'a dit, s'entourer des bonnes personnes, mais rien ne remplacera le passage à l'action. Il ne faut pas que les réseaux sociaux deviennent quelque chose de trop chronophage et qui te bouffe trop de temps et qu'au final, il se passe rien. À un moment donné, si ton but est de devenir rentier, d'investir, investis. Parce que si tu n'investis pas, tu ne seras jamais rentier, tout simplement. Et pour reprendre le parallèle avec mon monde à moi, qui est le monde portugais, le monde du chantier, très terre à terre, c'est face au mur qu'on voit la qualité du maçon. Si tu commences pas à faire ton mur, on verra jamais. T'as beau être dans la théorie, faire des calculs d'ingénieur ou d'architecte, commence à bâtir ton mur. Voilà, commence à bâtir ta vie. Bon, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Je ne sais pas s'il y a un truc que tu veux rajouter, un dernier mot que tu veux nous dire, hormis de te retrouver donc à Toulouse ou en région parisienne, dans le Val-de-Marne. Aux quatre coins du monde. Voilà, ou aux quatre coins du monde. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter au mot de la fin? Non, toujours garder la tête sur les épaules et de la prudence. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais voilà, jamais tous les œufs dans le même panier. Faites attention, j'ai des gens qui veulent toujours faire le dernier gros coup, d'accord? Et je finirai là-dessus. J'ai des gens qui avaient des situations vraiment incroyables et quand l'opportunité vous semble fantastique, c'est qu'il y a un loup quelque part, d'accord? Donc soyez prudents, soyez de nature méfiante et faites-vous bien accompagner. Je prends l'exemple là d'un client. On a un client qui avait énormément bossé, il prend sa retraite à 45 ans et on vient lui présenter une opportunité exceptionnelle, un rendement incroyable. Bon, c'est tellement incroyable qu'il voilà, il a perdu beaucoup d'argent et en plus de ça, c'était pas forcément très licite. Donc aujourd'hui, il se retrouve avec des problèmes terribles, des problèmes de justice, des problèmes d'argent. Derrière, ça engendre des problèmes de couple, ça engendre des problèmes de famille. Donc voilà, faut jamais se tromper dans la vie et savoir pourquoi vous faites les choses. Ouais. Faites attention, je pense que c'est le mot de la fin. Faites attention, entourez-vous, soyez professionnels. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter. Si vous avez des questions, posez-les. Que ce soit Nuno ou moi, on répondra avec plaisir.
Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour nous donner encore plus de force. À très vite.